Avant de commencer mon discours, j'aimerais peut-être prendre le temps d'expliquer pourquoi une députée d'Abitibi-Témiscamingue, qui est dans le nord du Québec, tient à se lever pour parler de la situation en Ukraine. Je vais, pour ce faire, expliquer un peu l'histoire. C'est que lors de la Première Guerre mondiale, il y a eu, c'était déclenché, on était des alliés de la Grande-Bretagne, donc à un certain moment, on a ordonné l'internement des ennemis de l'État, donc des gens qui étaient d'originaire de l'Allemagne, de l'Empire austro-hongrois. Et pour ce faire, on a décidé d'installer 4 camps d'internement au Canada, donc 4 qui étaient au Québec. Et le premier à ouvrir a été Spirit Lake, qui était dans un petit village à côté de mon comté. C'était un endroit, si on peut dire, très stratégique pour interner les gens, malheureusement, parce qu'à l'époque, en 1915, quand le camp a été ouvert, tout ce qui existait, ou à peu près, c'était la voie ferrée. Donc, les gens étaient dans le milieu de nulle part, dans un paysage, une forêt désertique, et l'hiver, c'était un paysage d'un blanc désertique, et tout ce qu'on avait à surveiller, c'était la voie ferrée. Donc, il y a eu environ 1200 prisonniers qui ont transité par ce camp-là entre 1915 et 1917 et qui étaient pour la plupart ukrainiens. Il y avait 200 militaires qui surveillaient le camp, des civils qui ont travaillé là-bas. Il y a plus de 50 bâtiments qui ont été construits sur 2 kilomètres. Il y a 22 personnes qui sont décédées là-bas, dont 19 qui sont enterrées dans un cimetière proche de là. Donc, pour moi, c'est important d'expliquer pourquoi la communauté ukrainienne, bien que ça peut paraître étrange, est présente en Abitibi-Témiscamingue. D'ailleurs, le camp Spirit Lake a ouvert il y a quand même pas très longtemps, c'était au début de mon mandat, et le ministre du Développement humain et social s'était rendu avec moi, ainsi que le secrétaire parlementaire de la Défense nationale, le député d'Etobicoke-Lakeshore, était venu avec moi à l'ouverture du camp Spirit Lake pour souligner ces événements-là. Ensuite, il y a eu une deuxième vague d'immigration que mon comté a connue, qui a suivi la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où est-ce que c'est des immigrants de l'Europe de l'Est qui sont arrivés pour travailler dans les mines, travailler à la fonderie. Donc, il y a aussi des gens d'origine ukrainienne qui sont arrivés à partir de ce moment-là. Et ça a laissé des marques. Il y a plusieurs bâtiments qui étaient dédiés à la communauté ukrainienne. Il y a plusieurs personnes qui sont d'origine ukrainienne aussi qui sont établies. Et souvent, ces personnes-là pour quelques-uns, ont changé leur nom, ont coupé la dernière partie, donc ont un nom qui sonne, si on peut dire, un peu plus canadien-français. Et quand on leur pose des questions sur leur histoire, ils nous expliquent qu'ils ont changé le nom. Et on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus présents, mais ils sont présents depuis que l'Abitibi existe. La première ville de l'Abitibi fête son centenaire cette année, Amos, en 2014. Donc, c'est à peu près au même moment où est-ce que les Ukrainiens sont arrivés. Donc, l'immigration ukrainienne en Abitibi est arrivée en même temps que les premières villes, donc qui ont toujours fait partie de ce décor-là. Donc, je voulais prendre le temps d'expliquer pourquoi. Et les gens sont encore quand même attachés à l'Ukraine. Et c'est pour ça que j'étais très heureuse d'avoir été sélectionnée par le ministère des Affaires étrangères avec mon collègue d'Etobicoke Centre pour aller en novembre dernier célébrer, pas célébrer, mais se rappeler le 80e anniversaire du Holodomor. Donc, on était supposé de partir, moi et mon collègue de Etobicoke Centre, pour ces cérémonies-là, qui, je tiens à le rappeler, le Holodomor, c'est un événement où est-ce qu'il y a eu des millions d'Ukrainiens entre la période entre 32 et 33 qui ont été affamés par les Soviétiques. Donc, il y en a énormément qui sont morts. C'est un événement assez triste de l'histoire ukrainienne, mais je trouvais ça important en connaissant
l'héritage historique ukrainien dans mon comté, d'être présente pour ça. Et on était supposé de partir, moi et mon collègue, le 21 novembre. Et à quelques minutes avant de partir, on nous a avisé qu'on ne partait plus à cause justement de ce qui s'est passé et de ce qui a commencé. Le 21 novembre, je tiens à le rappeler, le gouvernement a suspendu ses préparatifs pour la signature de l'accord d'association avec l'Union européenne. Puis cette nouvelle-là a déclenché la première vague de manifestations qui se voulaient démocratiques, mais qui ont été réprimées avec violence par les policiers. Donc, on n'a pas été présent à Kiev. Et depuis ce temps-là, les violences continuent d'être présentes de façon assez marquée en Ukraine, alors que les manifestants se veulent pacifiques. Ce qu'ils veulent, c'est une nouvelle élection présidentielle et avoir accès à une vraie élection présidentielle démocratique. Il y a d'ailleurs des gens de ma communauté qui sont touchés par ça. J'ai Jim Slobodin, qui est justement celui qui a travaillé pendant des années pour le camp Spirit Lake, pour qu'un jour on puisse voir son ouverture, disait, c'est sûr que quand on regarde ça, c'est touchant. Exprime M. Slobodin, natif de Rouyn-Noranda, que son père est arrivé d'Ukraine en 1920. Mon père disait que même lui, quand il est parti à l'âge de 16 ans de l'Ukraine, les Russes étaient vraiment dominants à ce moment, raconte-t-il. Et c'était une des raisons pourquoi il a quitté avec ses frères, parce qu'eux autres ne pouvaient pas continuer à subir ce traitement-là. Donc, on se rend compte que cette situation-là affecte concrètement des gens dans mon comté qui se sentent touchés et interpellés par ça. On a aussi l'abbé Lev Shekia qui a fondé les églises ukrainiennes de Val-d'Or et de Rouyn-Noranda il y a 60 ans, qui suit d'heure en heure les débats sur la crise. Et il dit « Espérons que cette protestation des Ukrainiens sera positive pour l'Union européenne. » Il dit aussi « Nous prions au Seigneur pour que Viktor Yanukovych débarque et qu'on ait des élections en Ukraine et qu'un président en faveur de l'Union européenne. » Il parle aussi de sa crainte du gouvernement russe qui, selon lui, essaie de créer un empire. Je tiens à préciser que l'abbé a aujourd'hui 90 ans. Donc, il dit que ce n'est pas juste pour le commerce, estime-t-il, mais aussi pour bâtir un autre empire russe aujourd'hui, comme si c'était sous Staline. Donc, ce qu'on voit concrètement, c'est que cette situation-là inquiète beaucoup les gens. Ce qu'ils voudraient, les descendants des immigrants ukrainiens et les immigrants ukrainiens de mon comté, ce qu'ils voudraient voir pour leur peuple, c'est qu'il y ait droit à la liberté d'expression, à la protestation pacifique, qu'ils puissent être fiers de leur pays et avec tous les liens comme ceux que j'ai montrés dans mon comté, ces gens-là dans mon comté, ce qu'ils espèrent, c'est que le Canada se serve de cette position pour jouer un rôle prépondérant pour ramener, si on peut dire, le plus possible la démocratie. On a beaucoup de liens avec l'Ukraine, donc je pense qu'on peut jouer un rôle important au niveau de ce conflit-là. En espérant être capable de voir un dénouement rapide, parce qu'on s'entend qu'il y a des gens présentement, des manifestants qui sont décédés, des jeunes gens qui avaient à peu près mon âge, qui sont décédés. Donc, c'est particulièrement touchant de dire qu'il y a des gens qui, parce qu'ils veulent la démocratie, parce qu'ils veulent la liberté, sont décédés à cause de ça. La situation est d'autant plus inquiétante parce que on s'inquiète qu'il y ait une autre vague de violence. On espère que non, mais on ne voudrait pas que ces manifestants-là soient une fois de plus réprimés et que peut-être d'autres jeunes gens perdent la vie lors des manifestations. Donc, je pense que c'est très important que le Canada se serve de son rôle sur lequel il peut jouer pour agir efficacement, essayer de trouver des solutions pour ramener un peu de démocratie en Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Questions and comments. Question et commentaire. The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Public Works. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai écouté attentivement le discours de mon collègue d'Abitibi et j'ai eu l'occasion en 2012 d'aller visiter l'ouverture du camp Spirit Lake qui commémore un moment très triste dans l'histoire du pays lorsqu'on a eu l'internement des Ukrainiens lors de la Première Guerre mondiale. Alors c'est une histoire triste, il ne faut jamais qu'on oublie. Mais maintenant, on est en 2014 et on va parler de le rôle prépondérant que peut jouer le Canada pour dénouer cette situation en Ukraine. Et j'aimerais poser à mon collègue, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les mesures qu'on peut prendre en tant que Canada avec nos collègues, avec nos pays qui sont du même esprit, de la même volonté, qui veulent avoir une liberté, une démocratie en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut faire en travaillant avec nos alliés et nos pays qui sont vraiment de la même, qui ont les mêmes espoirs que les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on peut faire avec eux concrètement pour aider les Ukrainiens? Merci, Monsieur le Président. Député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que la base, c'est de se servir peut-être de notre force diplomatique pour avoir une attitude ferme envers le président ukrainien. Aussi, le Canada devrait, selon moi, commencer à explorer la possibilité d'imposer aux personnes responsables des mesures répressives comme une interdiction de voyager, le gel des avoirs et poursuivre des discussions, bien sûr, avec nos alliés, à savoir s'il n'y a pas d'autres mesures qui pourraient être faites. Mais c'est sûr que je conseillerais de garder une attitude ferme, mais toujours de rester dans la diplomatie et de se servir peut-être du poids politique, justement, qu'on a dû au nombre d'Ukrainiens qui restent actuellement au Canada. Questions and comments. The Honourable Member for Winnipeg North. Thank you, Mr. Speaker. My question's in relation to, I guess, the former question that was just asked when the member made reference to what could we do with other countries around the world. My question is more so specific in terms of Canada does have a strong leadership role that it could play, even if it means going alone. And I think that many Canadians would agree that Canada is positioned strong enough that, in fact, it could take targeted sanctions, that we don't have to wait for other countries in order to take such sanctions. And my question to the member is, to what degree does she believe and it's been suggested, the member from Wascana back in December made it very clear that targeted sanctions, Canada could go alone on those targeted sanctions if need be, and we should be taking those targeted sanctions. We don't have to wait for countries like the U.S. and other European countries in order to take targeted sanctions. What does she feel? Should we wait for other countries, or should Canada be prepared to go alone as we believe? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que je venais de répondre à cette question à mon collègue précédent, où est-ce que j'avais dit que le Canada devrait commencer à explorer la possibilité de commencer à imposer aux personnes responsables des sanctions comme des interdictions de voyager, des gels, des avoirs. Pour ce qui est des sanctions, je n'avais pas parlé d'attendre après d'autres pays. Ça, on peut le faire de manière autonome. Bien sûr, pour d'autres actions, on peut discuter avec les pays, avec nos pays alliés pour savoir qu'est-ce qui pourrait être fait d'autre. Mais pour ce qui est des sanctions, le Canada peut agir seul à partir de maintenant s'il le désire, puis s'il juge que c'est ça qui est opportun. We have time for one short question. Questions and comments?